Et nous voilà de retour à notre magazine de la télévision. On est toujours de bonne humeur, on garde le sourire, ça va très bien. Et on sent encore une fois le soleil là, qui pointe à l'horizon, même s'il fait encore froid. Mais on sent quand même le printemps qui apparaît tranquillement, graduellement. À l'émission, aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur, une tête d'affiche montréalaise que vous connaissez déjà depuis de très nombreuses années, monsieur Tidiane Souma. Bonjour, comment ça va? Bonjour Harry, bonjour ici Montréal, bonjour Montréal. Il y en a qui vont dire Tidiane Souma. Est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qui devient Tidiane Souma? Ouais. Qu'est-ce qui devient Souma? Avant toute chose, j'aime bien quand même présenter mes invités de manière un peu plus précise. Lorsqu'on parle de Tidiane Souma, nombreux dans les milieux artistiques à Montréal vous connaissent. Mais je pense que vous le savez, il y a une nouvelle génération. Du moins, moi, j'ai remarqué qu'il y a une nouvelle génération d'artistes ici. Ils sont très, très nombreux, croyez-le, ils sont absolument actifs. Ceux-là, peut-être, vous ont peut-être pas vu à l'œuvre, ici même à Montréal. Mais moi, je vous ai vu à fait l'œuvre. Mais avant d'aller plus loin, tout ça, qui est Tidiane Souma, au juste? C'est une très bonne question, parce que je pense que le milieu culturel ou le showbiz n'a été qu'une couverture. Qui fait que je suis devenu, peut-être, on ne me reconnaît pas, on ne sait pas qui je suis. D'accord. Je vais être synthétique parce qu'après ça, j'ai des nombreuses questions. Comme j'ai la chance justement de vous avoir, Mais croyez-le, vous savez, j'ai au moins 100 questions. Au moins. je suis toujours ouvert. Donc, et on va aller vite. Alors, qui est Tidiane Souma? Tidiane Souma est un Guinéen d'origine, aujourd'hui québécois, canadien, qui vient d'un pays qui s'appelle Guinée, Conakry, parce qu'il y en a au moins 4 Guinées, et qui est d'une famille de patriarches fondateurs de la ville qui s'appelle aujourd'hui Conakry. Justement, je vais vous arrêter parce que des fois, on me pose des questions. Oui. Et quand j'ai la chance d'avoir des experts comme vous, j'en profite. Vous avez dit 4 Guinées. 4 Guinées. Il y a 4 Guinées. Il y a la Guinée-Bissau, qui est une zone lusophone où on parle de... Lusophone, donc on parle portugais. Hein? On parle portugais. Il y a la Nouvelle-Guinée, c'est vraiment zone française. Il y a la Guinée équatoriale, qui est un peu espagnol, un peu français, et qui sont un peu proches du Brésil. Et puis aussi, il y a la Guinée-Conakry, qui est un pays de la zone, c'est-à-dire une ancienne colonie française. D'accord. Ça, c'est mon pays. Je suis voisin à la Côte d'Ivoire, au Sénégal. Disons que je souligne, c'est le pays de M. Sékou Touré. C'est le pays de Sékou monsieur Touré. qui a donné le coup de pied au général de Gaulle Qui a dit non, en et qui fait, lui a ça dit va. dégage, on ne veut Voilà. pas de, on ne veut Voilà, surtout on a pas de cette tes fierté accords. jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a dit non. D'accord. Voilà, donc je viens de là et personnellement, je viens d'une famille de la royauté de cette zone de patriarche qu'on appelle Soumatoumani, qu'on appelle Conakry, qu'on appelle la presqu'île du Kaloum. Donc c'est ma famille directe, je suis de la 4e lignée. Vous? Oui. Je suis de la 4e Donc lignée. je peux pas dire comme on m'avait déjà dit, j'avais déjà entendu une histoire, j'ouvre la pareille et puis je la ferme. Ouais, je suis d'une famille royale, c'est clair. Non. Si vous, c'est vrai, ça veut dire que mon père est le pape, là. Non. Moi, je suis d'une famille royale. Ah bon? Et nous avons fondé la presqu'île de Kaloum. Ok. Et c'est une zone, peut-être que les gens ne se situent pas. Mais quand tu dis, par exemple, Tumania, Dubreka, Kaporo, Kaloum, tout ça, c'est mes parents. Ils sont tous enterrés là. Ok. Donc, je suis heureux que le pays Guinée ait choisi l'endroit que mes parents ont fondé comme capitale. Donc, je viens de là. Je suis Sékou Ahmed Tidiane Souma. Et je suis de cette catégorie de Souma. En fait, dans le pays mandingue, lorsqu'on dit Keita, on dit Souma, c'est le même nom. D'accord. C'est-à-dire on est originaire de l'Empire Soso du Mali. Ok. On va aller vite ici. D'accord. Oui. Maintenant, ceci dit, à Montréal, moi, je vous ai connu comme un monsieur qui vraiment s'est spécialisé dans le domaine artistique, musical comme tel. Lorsque je vous ai connu, en fait, vous travaillez avec Nuit d'Afrique. Ok. Et quand je vous ai connu, vous étiez l'homme qui faisait des tournées un peu partout dans le monde, à Paris, aller rencontrer les grands artistes et autres. Où en êtes-vous aujourd'hui? J'ai préféré garder mon autonomie de 36 ans. 36 ans de carrière. De diffusion, de producteur qui fait aujourd'hui que, en termes de permanence et de la durée et de la capacité dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, je représente comme le numéro 1. D'accord, mais qui avez-vous produit pour en arriver là, justement? Et j'ai produit presque toutes les stars africaines, de la dimension de Youssou, qui est la plus grande star. Youssou N'Dour, d'accord. Ouais, mais toutes les stars. J'en ai au moins 120 stars africaines que j'ai produites et qui toutes, de Magic System, je suis l'un des premiers à les amener en Amérique du Nord, et Africando,
l'un des premiers à les amener en Amérique du Nord. En fait, j'ai produit tout genre d'artistes dans le monde. C'est un palmarès. Donc, Nuit d'Afrique, je remercie, parce que je suis passé là au moins de 2001 en 2008. J'ai fait au moins 8 ans directeur de programme. Je remercie Nuit d'Afrique, je remercie Touré. Et très bien, ce passage... Et Suzanne aussi. Et Suzanne, bien sûr. Oui. Ça m'a apporté un plus. Et j'ai fait au moins 120 villes dans le monde. J'ai tourné avec Alpha Blondy. J'ai tourné plusieurs stars. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans une sphère avec mon partenaire aux États-Unis, Mamadou Kondé. Nous sommes en train de développer un marché de 80 villes pour tourner l'art africain. Donc, on travaille fort. Quand on parle de 80 villes en Afrique, ou bien on parle de 80 villes et 80 villes, je veux dire, ici, il y en a 25 américain. villes en Afrique. Oui. Il y a au moins 15 villes ici. Ici au Canada, au niveau du Québec. L'Amérique du Nord. Ah, d'accord. Et puis le reste, c'est l'Europe. C'est des villes qu'on est en train d'interconnecter en termes d'immigration pour les visas, en termes de choix des salles logistiques, en termes de la sécurité pour créer une boîte, une seule boîte. C'est-à-dire on va créer une boîte unique de 80 villes. C'est un système, tu t'appelles Aringaka, je te mets dedans, tu tournes dans les 80 villes. Avec les mêmes règles, avec les mêmes partenaires. Donc, parce que lorsque tu as fait 36 ans, tu tournes dans le monde, tu accumules les relations, tu accumules les carnets d'adresses. Aujourd'hui, j'ai plus de 1800 carnets d'adresses, des vrais décideurs dans le monde du showbiz. Donc, j'accumule ça. J'en ai profité de ma période de santé, que je vis maintenant depuis 4 ans, pour faire ce boulot immense. Et surtout dans mon pays, pour ramener la Guinée sur la scène mondiale, nous avons choisi les Bembeya Jazz et les ballets africains. Parce que dans la connexion mondiale, c'est les deux. Et en fait, il y a 3 noms dans le système mondial. Il y a Mori Kanté, Feu Mori Kanté, il y a les Bembeya Jazz et les ballets africains. Donc nous nous sommes dit, si nous voulons ramener notre pays de Sékou Touré, de 40 ans de retard, pour ramener la Guinée sur la scène mondiale, il faut qu'on ramène ces 3 noms encore. Pourquoi? Avant que la connexion soit établie avec la nouvelle génération, il faut ramener ce qui est facile à vendre. C'est pourquoi dans les pays, chez Rihanna, dans les pays des îles, bientôt, les ballets africains vont tourner. Et en fin d'année, ils vont faire une tournée nord-américaine, ici à partir de Chicago. Donc nous bossons très dur. Et donc, quand tu dis Tidiane, c'est quoi? Je suis un agent des Nations Unies. J'ai fait 8 ans aux Nations Unies. Je suis en fait quelqu'un qui bosse beaucoup dans l'humanitaire. Et ce qui fait que maintenant, on a une ONG, on a même 2 ONG. C'est la suite de ce projet. Quand tu dis qui est Tidiane, je ne suis pas qu'un diffuseur. Je suis beaucoup plus dans l'humanitaire, mais à l'époque, j'étais un agent de l'UNICEF, où j'ai travaillé dans toute la Guinée. Au moment de la guerre du Libéria, la guerre de la Sierra Leone, j'ai bossé dur pour l'UNICEF. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 fondations. La fondation Aïcha, qui est une fille à nous qui est décédée aux États-Unis, et la fondation Patissou, les partages Tidiane Soma. Donc c'est ce que je représente. Moi, je suis dans beaucoup l'humanitaire et dans la gestion de leadership. D'accord, mais là, voilà. je vais juste te couper ça ici. Je vois ici un don de 400 millions de dollars américains en médicaments aux Guinéens. On parle d'un don ici, et je vois ici, après 7 ans de négociation, des acteurs culturels, dont Mamadou Kondé, qui est aux États-Unis, justement, et vous-même. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Je pense qu'aujourd'hui, à Montréal, c'est la plus grande fierté que je puisse annoncer. Mon partenaire Mamadou Kondé et moi avons été très patients. Depuis 2017, nous travaillons dur à travers l'organisme américain MAPS. Le MAP est un programme des Nations des États-Unis qui aide les pays africains à leur fournir des médicaments à bas prix. C'est un programme sur lequel nous travaillons dur depuis Columbia, maintenant à Ohio. Et le décès de notre fille Aïcha en octobre 2019, par un problème de malformation au niveau du cœur, a ajouté, parce qu'avant c'était la seule ONG, peut-être fondation, les partages Tidiane Soma, on a créé la fondation Aïcha. Cette fusion a permis de développer vite l'entente. Et je suis aujourd'hui devant ton émission, ici à Montréal, je confirme, c'est clair, c'est précis, que les États-Unis d'Amérique ont accepté d'accompagner les 2, c'est-à-dire par un contrat signé au nom de la fondation Aïcha, pour accompagner nos 2 structures, présidées par Mamadou Kondé et présidées par Tidiane Soma, Canada et États-Unis. Notre pays d'origine, c'est une exclusivité, cette information. Donc on parle donc de ce don de 400 millions de dollars. C'est même pas 400 millions. En fait, dans les autres pays, on paye un tarif forfaitaire. Oui. La Guinée est une exception. C'est offert gratuitement. C'est-à-dire que la Guinée ne paye pas $1.
ailleurs, au Niger, ailleurs, les gens payent un prix bas. Je te donne un exemple concret. Quand je te dis 400 millions, ça c'est la garantie pour les 10 prochaines années. Ça signifie quoi? Que chaque 3 mois, un conteneur d'une valeur de médicaments de 10 millions de dollars est livré aux 2 structures en Guinée. Et nous aussi, on a décidé de l'offrir intégralement à la Guinée sans monnaie. En fait, on respecte les principes. Vous n'allez pas demander de l'argent, quoi, c'est ça? Nous avons contacté les autorités guinéennes, oui. On les informe, oui. On envoie les médicaments et on donne. Et ce ne sont pas des médicaments qui vont se retrouver dans la rue vendus non, par en fait, on a préféré utiliser les structures de l'État, pharmacie de Guinée, pour que les médicaments soient dans les services de l'État. Pour que ce soit... Et regardez un exemple. Au moment où je vous parle, le prochain shipment s'en va sur la Guinée. Concrètement, là, je vous annonce que le prochain bateau s'en va. Il va déposer un conteneur de 10 millions de dollars au mois d'avril en Guinée. Et ça, c'est pour donc, les médicaments qu'on va offrir à la population. On voulait convaincre la Guinée. Et pourquoi faire ça? Pourquoi merci. Ça? Pourquoi Nous avons décidé d'aller en tant que leader d'opinion, diffuseur, de se lancer beaucoup plus dans l'humanitaire. On a de l'expérience. Moi, je travaille dans toute la Guinée. On a bossé et on a eu le résultat. C'est une entente de 30 ans. Si la République de Guinée nous accompagne, nous assiste durant les 10 ans et qu'on ne passe pas les principes, c'est-à-dire on ne vend pas, on donne aux populations par les services de santé, le projet continue sur 30 ans d'une valeur de 1,2 milliard de dollars américains. Actuellement, la période garantie, c'est 10 ans. Pourquoi on dit 400 millions? Chaque année, sur une période de trimestre de 3 mois, un conteneur est embarqué aux États-Unis, livré en Guinée. Le prochain conteneur qui vient est un conteneur de médicaments d'antibiotiques. Vous imaginez que les antibiotiques, c'est les produits les plus recherchés en Afrique. Et ces médicaments viennent avec des sirops et des produits antibiotiques en comprimés. Cette fois-ci, c'est les antibiotiques qui arrivent d'une valeur de 10 millions de dollars, fabriqués, embarqués, enroulés aux États-Unis. Et pour convaincre la Guinée, qu'est-ce qu'on a fait? Dans les conditions normales, les pays qui en bénéficient payent le transport, payent les frais, c'est-à-dire d'embarquement et de livraison aux États-Unis qui est à peu près 55 000 à 60 000 dollars que vous payez par conteneur. On vous donne 10 millions de gratuits, mais vous payez les frais administratifs. Mais pour la première livraison, pour que le peuple de Guinée et que la Guinée comprenne que nous sommes vraiment au sérieux, les partenaires américains, il faut le souligner, MAP, ont pris en charge les frais de 60 000 dollars, ils ont payé tout pour que le bâton livre au port de Conakry. Maintenant qu'on vous a entendu, M. Tidiane Souma, il y a eu des changements politiques chez vous, en Guinée. Où étiez-vous? Et le changement politique s'est fait le 5 septembre. Où étiez-vous? J'étais ici à Montréal. Parce que pour votre information, je suis là depuis le 14 février 2019. Dieu m'a sauvé parce que j'ai subi une opération. Ça veut dire que lors du changement, vous étiez ici à Montréal. J'étais ici à Montréal et je pense que c'est des prévisions. Moi, j'ai fait des prémonitions à l'avance. J'avais dit que la situation était critique et que ce n'était pas étonnant pour moi. J'ai prié Dieu que cela n'arrive pas. C'est arrivé et j'ai donc sollicité aux nouvelles autorités de faire la paix, de s'entendre avec les autres. Parce que mon pays vient de loin. Mon pays a connu trop de violence depuis 50 ans. Certains parmi vos compatriotes affirment que vous étiez un proche quand même de l'ancien président, que vous entendiez très très bien et que d'ailleurs ce monsieur vous appréciait énormément en tant qu'un jeune sympathique venant de Montréal qui a plein d'idées. Il n'est plus le président. Il y a eu un changement politique actuellement chez vous. Quelles sont vos relations avec le nouveau régime? Vous travaillez très fort, vous avez l'expérience des arts. On vous a vu en Afrique organiser des gros spectacles avec Kassav et autres. Quelles sont vos relations avec le nouveau régime? Sentez-vous réellement qu'il y a une ouverture à travailler avec vous, malgré l'aide, malgré tous les cadeaux que vous présentez? D'abord, commencer pour le président Alpha Condé, je le considère toujours comme un papa. Je ne changerai jamais ça. J'ai été un ami, un frère, très proche de son unique fils, Alpha Mohamed Condé. Et dans la vie, la fidélité d'amitié ne change pas. Pour vous, c'est très important? C'est très important. Moi, je suis un homme très fidèle. Et ça, c'est un. Et de deux, je me suis jamais mêlé à la politique. En fait, je n'ai jamais
été militant. Malgré ce qui se dit contre l'ancien président, vous êtes toujours fidèle. Je suis fidèle et puis je n'ai jamais appartenu. Je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Je n'ai jamais fait j'aime la Guinée, j'aide le pays. Donc, l'ancien président, j'ai fait un discours pour lui dire à l'époque, Monsieur le Président, vous avez fait votre part de travail. Les gens le reconnaîtront un jour. Mais n'avancez pas, ne forcez pas. Bon, ça, c'est une prémonition personnelle. J'ai des facultés de prévoir le monde. Mais il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État et je ne voulais pas ça. Pourquoi? Parce que pour moi, il a fait 50 ans de lutte politique dans le monde. Il méritait de vivre comme Obama. D'accord. Donc, c'est le côté d'Alpha Condé. Mais pour les Guinéens, pour les Guinéens, c'est son propre fils. Enfin, entendons-nous, peut-être pas le fils de sang, mais c'est l'ancien président qui l'aurait formé, qui l'a envoyé en France, et tout. Et qui l'a fait de lui un militaire d'élite, comme tel. Je ne pourrais pas... Alors, maintenant, beaucoup se posent cette question. Oui. Et on aimerait bien connaître vos commentaires par rapport à cela. Je ne peux pas, personnellement... perçu comme un fils de l'ancien président. Est-ce que pour vous, est-ce que ça n'est pas une forme de lâcheté quelque part, de prendre la place d'une personne qui vous a aidé? Est-ce que pour vous, acceptez-vous ce coup d'État militaire? Considérez-vous que c'est bon pour votre pays, la Guinée? Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Ok. Vous voulez que je réponde? Je n'ai pas de tabou chez moi, mais je suis un leader d'opinion. Je suis une personne très populaire chez moi, sauf que ce que je dis est important. Je ne prononce jamais sur une relation personnelle entre Mamadi Doumbouya et le président Alpha Condé. Ce n'est pas de mon domaine. Et je peux me prononcer sur la crise qui est arrivée. Je ne l'aurais pas souhaité. En fait, je veux dire ici, on a commencé une tendance démocratique en 2010. Mon souhait était qu'on garde cette tendance jusqu'à aujourd'hui. Cet accident et cet arrêt, je l'ai prévu, je l'ai dénoncé, n'aurait pas dû arriver. Ça, c'est ma réaction. Pour revenir sur le nouveau régime, moi, je dirais à Mamadi Doumbouya, et si vous avez remarqué la dernière fois, il y a un journaliste qui est arrivé ici, Lamine Guirassi, qui est venu faire une émission à Edmonton, il est venu ici. Je lui ai répondu, je lui ai lancé un appel. Il dit au monsieur le président, Mamadi Doumbouya, que certainement il peut être un jeune frère, mais c'est un président, donc c'est mon grand frère. C'est la tradition africaine. Que j'aurais aimé qu'il profite de sa transition pour réconcilier le pays. Parce que le pays, politiquement, est trop divisé. La Guinée n'a connu que la politique, n'a pas connu autre chose. Regarde ici au Canada, les gens s'en foutent de la politique, ils sont dans autre chose. Mais la Guinée, c'est la politique numéro 1, qui fait que tout le monde vit de la politique. Donc ça, on doit taire cela pour changer de stratégie. Moi, je dirais à Mamadi, mon conseil que je lui ai donné au président de la République, tu ne peux pas résoudre tous les problèmes de la nation en 2 ans. C'est une grande nation. Je lui ai dit, réconcilie le monde, laisse la partie politique dans la main des Nations Unies, dans la main des organismes, il le planifie, toi bosse, travaille. À la fin, le peuple jugera. Mais lorsque tu es impliqué dans les histoires politiques et en même temps dans les histoires économiques, une partie va dominer l'autre. C'est que tu es victime du système. C'est ça mon conseil de Guinéens, de citoyens. L'accident arrivé, ça n'a été le souhait de personne. Aucun Guinéen ne souhaite un coup d'État en Guinée. Aucun. Donc quand c'est fait, c'est fait. Maintenant, il faut en profiter pour séparer les choses. Que le changement économique, la gouvernance du pays, c'est-à-dire le management change et qu'on met de l'ordre. Ça, c'est un côté. Le côté politique, il faut refaire la refondation avec l'aide des Nations Unies, l'aide de l'Union africaine. Ça, tu mets ça de côté. Tu les laisses gérer ça. Quand ils seront prêts, ils viendront te voir. Mais le peuple juge. Le peuple juge. Et le peuple, de fois, il est souvent ingrat, comme il peut être aussi souvent reconnaissant. Bosse, mais si tu mélanges les changements politiques à ta gouvernance économique, tu vas échouer à la fin. Le peuple pense à ses intérêts. C'est ça. Et ce qui est normal. Le peuple, c'est normal. Il n'a pas le droit. Non, le peuple, lui, il te juge à la fin. Là, si vous permettez, M. Souma, l'une de mes dernières questions. Oui. Nous vivons un contexte, n'est-ce pas, politique et économique, comme vous le savez, pour moi, un petit peu étrange. Pour moi, je m'attendais à autre chose, vivre en paix, pas de guerre, belle époque et tout ça, et la vie est belle. Mais non, en Afrique, on a constaté
l'émergence d'une nouvelle classe militaire, politique, qui s'active de plus en plus vers ce qu'on avait connu dans les années 60, c'est-à-dire on va vers l'Est. Pour dire les choses plus précisément, Wagner est en train de pénétrer, n'est-ce pas, tranquillement l'Afrique de l'Ouest comme telle, et graduellement, dites-moi, quelle est votre position par rapport c'est un sociologue maintenant qui te répond. Comment non, mais répondez-moi comme ma formation, je suis un sociologue, sociologue qui a une spécialisation de la maîtrise de l'enjeu géopolitique de l'Afrique. Allez-y, oui. C'est-à-dire que, parallèlement à mon activité de show business, j'ai une approche sociopolitique de l'Afrique. D'accord. Pour moi, c'est un échec. Qu'est-ce qui est un échec? Quoi? En fait, c'est une répétition d'échecs. C'est-à-dire? Au début des indépendances, nous avons fait nos erreurs. Le cas de Bokassa, comme exemple. On a eu beaucoup de cas comme ça. La mauvaise gestion, le détournement. On a quitté l'époque. Mais Sékou Touré, en 60, en 59, 60, 58, avait dit à De Gaulle, je ne veux pas entendre parler de tes histoires d'accords de coopération dégagés. Déjà, en ce moment-là, on avait vu qu'un homme comme Sékou Touré, c'était un leader africain qui montrait un peu cet exemple de dire nous sommes indépendants réellement. On n'est plus des enfants, on veut être indépendants. Donc, il est allé vers la gauche quelque part. Aujourd'hui, on regarde les jeunes qui disent aussi, voilà, on a fait affaire avec vous, on a remarqué que la France, ça ne va plus, vous vendez des armes à nos ennemis, on va aller voir un petit peu Wagner. On a vu la Centrafrique, on a vu d'autres pays. Alors, ma question ici, pour la Guinée, elle est claire. Pour la Guinée, comment voyez-vous l'avenir? Est-ce que sentez-vous que Wagner va avoir une pénétration également vers votre pays, puisque déjà en 60, Sékou Touré pensait vers la gauche? La Guinée a une autre façon de voir. La Guinée est un pays très fier. Ça, tu peux rester tranquille. La Guinée a horreur d'être commandée, a horreur d'être dirigée. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas du tout. En fait, la Guinée est un pays que, quel que soit le régime, si tu as remarqué, quel que soit le régime, on refuse de se soumettre à l'étranger. Ça, c'est non. Ça, c'est le Guinéen dans son sang. Pour revenir à ta question, pour la Guinée, dans les années 90, l'Afrique a connu le rebondissement des pays démocratiques. On a quitté le totalitarisme pour aller dans la démocratie. Sauf l'erreur est où? Un semblant de démocratie. L'erreur est où? D'accord. On s'est vu soumettre au FMI, se soumettre à la Banque mondiale, qui nous ont éliminé toute notre indépendance économique. Regarde le cas de la Guinée. On a fait fermer toutes les usines, on a fermé toute notre économie, on s'est mis à une économie de marché sauvage, qui fait qu'aujourd'hui, on est retourné à la case départ, ce qui fait ressortir maintenant les militaires. Pour te dire quoi? Le Wagner, pour moi, voir qu'un pays indépendant depuis 50 ans, 60 ans, doit être aidé par un groupe de Wagner, pour moi, c'est un échec. Je le dis haut et fort. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre qu'on pèse entre la France et Wagner pour vivre. On est indépendant soumis 100 ans. Moi, en tant que sociologue, qui a fait de grandes études et qui a étudié ici au HEC en leadership organisationnel, j'ai étudié, j'ai fini, et je vois mon pays où c'est d'autres qui viennent nous donner comment nous commander. Pour moi, c'est un échec de voir la France quitte, la France vient, Wagner va, Wagner vient. Pour le pays indépendant, pour moi, c'est une erreur. Attendez. Lorsque le pays dit on va chercher un partenaire d'affaires qui a une spécialisation dans un domaine technique. Non. Est-ce que c'est d'accord? Non. On va aller chercher un pays pour notre sécurité. C'est un échec. Regardez, l'incidence de la Libye, c'est qui? C'est la France. S'il n'y avait pas eu l'histoire de la Libye, il n'y aurait pas eu cette rébellion de djihadistes. On n'a jamais connu en Afrique de l'Est un djihadiste. C'est la conséquence. C'est ce que certains prétendent. C'est clair, c'est pas ça, c'est ça. Mais on n'a jamais connu ça. On n'a pas toutes les preuves. Non, c'est ça. Ça continue. Non, c'est venu après la Libye. C'est après la Libye qu'on parle aujourd'hui de djihadistes au Burkina, de djihadistes au niveau de même la menace sur une partie de la Côte d'Ivoire, au Mali. Parce que l'Europe a toujours la main quelque part. L'Afrique doit être soudée. Si tu vois qu'on se rebelle à gauche, à droite, c'est que la gouvernance n'a pas marché. Le semblant de démocratie n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a un échec notoire. On ne doit pas voir ça, on doit se donner la main. Moi, je dis, la démocratie sauvage, certainement peut-être était mal adaptée aussi. Donc, pour moi, quand on a eu le temps de Sékou Touré, c'était une période. Si la Guinée, par exemple, avait bien gardé l'économie que Sékou Touré avait créée
et en faire une très bonne gestion, après, aujourd'hui, on ne serait pas là. On a fait 40 ans d'échecs d'économie libérale. Donc pour moi, les Africains, on est toujours soumis au FMI, Banque mondiale, Wagner, Pierre, c'est un échec. 54 pays africains, pour un sociologue que suis-je, pour un fils de pays africain que je suis, c'est une honte. Pour moi, regardez un nouveau de céréales. Attendez, Monsieur Souma, l'une de mes toutes dernières questions ici. Oui. Vous êtes Montréalais, Oui. comme moi, frérot. Vous avez passé des très nombreuses années ici, au Canada, à Montréal. 23 ans. Pratiquement. Ouais. Vous êtes retourné au pays. Oui. Je me rappelle très bien, puisqu'on était en contact. J'ai fait 10 ans presque. Vous avez créé votre organisation sur place. Mais ce que je sais de vous, vous avez eu cette chance par rapport à nous d'échanger personnellement avec le président de votre pays, n'est-ce pas? Oui. Vous avez eu cette chance-là de parler comme ça, direct, discuter d'homme à homme, Oui. très franchement. Et m'écoutez beaucoup parce que moi, je suis direct. D'accord. Ma question ici, Oui. à partir de cette expérience-là, avez-vous senti réellement en un leader africain qu'il y a cette volonté réellement de changement dans nos pays? Un homme sage, un homme instruit, c'est pas n'importe qui ce monsieur-là, un homme très instruit. Alors ma question ici, avez-vous réellement senti de par son expérience que réellement il y a des leaders en Afrique qui souhaitent, qui veulent réellement un changement, ou bien tout simplement on nous raconte des histoires, c'est de l'heure, parce que certains disent que ce sont des simples agents que l'Occident installe et puis ils font ce qu'ils ont à faire et puis c'est tout. Alors, vous avez l'expérience. Pour le cas spécial de la Guinée, comme on parle de la Guinée, on parle du président Alpha Condé. Je pense qu'Alpha Condé a fait plus de 45 ans de lutte politique. Et certainement 10 ans étaient petits pour lui pour satisfaire tous ses vœux, tous ses rêves. Ça a été une grosse erreur. Ça, je le dis, la vérité, parce que dans la vie, nous sommes tous des croyants, ou chrétiens ou musulmans. Lorsque le bon Dieu vous donne, vous prête, il ne donne pas le pouvoir, il te prête le pouvoir. Lorsqu'il te le prête, ça veut dire que use-le bien. Si tu l'abuses, il va réagir mal. Moi, mon souhait, toujours jusqu'à maintenant, le président de la République avait un grand bagage. Il avait un carnet d'adresses qu'il a donné. Aujourd'hui, les autres vivent de ça, de son résultat qu'il a mobilisé. Aujourd'hui, les autres utilisent ça. Ça veut dire quoi? Il a eu 45 ans sans être au pouvoir. Il a eu 10 ans, c'était petit pour lui. Mais pour moi, il devait préparer sa relève. Si ta question maintenant, s'il avait préparé sa relève, le fait qu'il a fait l'opposition, il a fait la pratique, il serait un docteur aujourd'hui, un expert qui allait aider sa relève à servir l'Afrique. C'est le pont là qu'il a manqué. C'est le fait de dire, je n'ai pas tout fini en 10 ans, il faut que je continue. Ça a été le faux pas. Alors, okay, donc pour moi, pour répondre à ta question, la nouvelle génération doit être soutenue, aidée par les anciens. Ce transfert de pouvoir, ce transfert manque en Afrique. Les gens ne veulent pas quitter le pouvoir en Afrique. Ils veulent faire 10 ans, 20 ans, 30 ans. Moi, j'aurais aimé aujourd'hui, moi, appeler Alpha Condé, Nelson et Obama. Aujourd'hui, il aurait maintenu son parti, peut-être faire une élection. Il aurait fait des conférences de presse dans le monde. C'est ce rêve-là que j'avais pour lui. Mais pas un rêve d'un coup d'État, pas un rêve d'un président à gauche, à droite. D'accord. Donc, il n'y a pas eu de transfert. Donc, pour répondre à ta question, honnêtement, je profite du cas d'Alpha Condé pour lancer un appel à tous les chefs d'État africains. Oui. Accepter de transférer pacifiquement le pouvoir. Ça aide l'économie, ça aide le pays. D'accord. Voilà le conseil que je donne. Parce que quand vous maintenez et quand vous forcez, les conséquences s'appellent les coups d'État. Ma dernière question, et on va être bref. Oui. Vraiment bref. Oui. Tidiane Souma, on vous déclarait mort. Êtes-vous un esprit? Et on vous déclarait mort. Vous êtes un homme mort. Comment c'est que je suis là avec vous, assis avec vous, en train de discuter encore comme avant? C'est la meilleure question de mes 55 dernières années. Ce que tu viens de dire. Spirituellement, oui. En fait, je n'étais pas né. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Vite fait. Le fantôme Tidiane qui était né, c'est vrai, il était mort. Le vrai Tidiane, il est là aujourd'hui. Je voudrais dire merci au Québec. Merci au Canada. Merci à cette santé qui m'a détecté et qui m'a sauvé. Je suis sûr que si je serais resté en Guinée avec le coronavirus, j'allais mourir. Et dans mon pays aujourd'hui, on annonce que je suis paralysé, que je vis dans les poussettes. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2023. Vous portez pas des couches, par Je suis venu à pied. Je ne suis même pas venu en voiture. Je
Je venais à pied à ici Montréal. Voilà Ringaka, voilà moi. Mais c'est normal parce que cet homme. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce qui s'est passé, en fait, c'était quand tu es trop gros, quand tu es trop haut, quand tu as dominé ton marché, tu as des fois de la haine, de la concurrence, des fois tu as de la jalousie sur toi. Il faut l'accepter. Hein? Il faut l'accepter. Ça, c'est un. Et de deux, dans ma vie spirituelle, j'étais un homme mort. Honnêtement. Parce que j'ai fait un accident dans le coma où j'ai fait 15 heures. J'étais paralysé. On m'a mis dans l'avion. Je suis arrivé ici. On m'a sauvé la vie. Voilà 4 ans. Il me porte bien. Attendez, vous parlez tellement vite. Vous avez fait un accident chez vous, dans votre pays? J'ai fait un accident devant le portail de la télévision nationale de Chaumont. En fait, Guinée. Comme tu disais, Radio-Canada. Oui. Donc vous êtes arrivé devant la station de télévision. À côté de l'ambassade des États-Unis. Oui. J'ai fait un accident entre la vie et la mort. Ça veut dire un camion vous a carrément rentré dedans? Non, parce que en fait, j'étais en retard. Je venais pour 2 programmes. J'ai garé la voiture. J'ai pris une moto. Oui. Donc j'avais une moto. Il y avait une autre moto devant moi. Oui. Arrivé là, boum, une autre moto, une troisième moto est venue, boum. Pour les gens, j'étais mort. On m'a laissé là, sur le goudron. Et puis, on m'a vidé l'argent, on a pris mes téléphones. Il a fallu, oui, devant le portail. Il a fallu, par coïncidence divine, un artiste du nom de Eli Kamano, et des passages. Comme c'est la télévision nationale, il s'arrête. Il vient, il dit, qu'est-ce qu'il y a ici? On dit, ah, le gars là est mort. Non, il vient, il dit, mais c'est le boss. Il me met dans la voiture, il m'amène à l'hôpital. Et de là-bas, on fait le scan. L'hôpital se trompe. Plusieurs scans. On dit que c'est le cœur qu'on a m'amené en Tunisie. Le bon Dieu a dit non. Tu reviens chez toi. Tu reviens au Canada. Arrivé là, c'est là maintenant qu'on fait le scan. On dit non, monsieur. Ou on vous opère maintenant là, de traumatisme crânien dans les 24 heures ou c'est fini. J'ai dit quoi? On dit les 22 heures. On a fait votre scan. Si d'ici demain 18 heures, vous n'êtes pas opéré, vous êtes à l'étape d'AVC. Dieu a dit non. On m'a opéré à 13 heures à l'hôpital général de Montréal. On a déchiré ici. On a mis le sang qui est sorti. J'étais paralysé. Toutes ces femmes intervenantes qui m'ont fait traîner, qui m'ont marché. Ici, j'avais perdu ce côté-là. J'ai fait l'hernie discale. J'ai fait traumatisme crânien. Et 20 ans que j'attendais le résultat de hernie cervicale, tout a marché. Donc, je suis un revenant. Pour répondre à ta question, Dieu a dit non. Que ma mission n'est pas encore commencée. Donc, je suis un homme heureux aujourd'hui, en bonne santé, qui vit bien et qui d'ailleurs, ma dernière séance, c'est le 29 qui arrive là. Et puis, pour la chirurgie esthétique. Vous voyez ça? Juste, on doit m'enlever ça. En fait, c'est cousu. On va enlever juste la couture, on va laisser une trace. C'est la dernière. Et puis, je retourne en Guinée pour aller voir ma famille, aller voir mon pays. Donc, le revenant est là. Je ne suis pas mort. Je me porte bien. Je suis en bonne santé. Grâce à la santé, grâce à la médecine du Canada et du Québec, et grâce à la contribution des contribuables canadiens et québécois. Et montréalais, bien sûr. Et montréalais surtout. On va leur dire merci. Montréal, merci. Oui. Québec, merci. À tous ces médecins intervenants, j'en ai eu 9 par là, 12 par là, ils sont occupés de moi. Ils disent que je suis un... Et puis, là où j'étais, ça c'est une autre information, exclusivité pour vous. Vite fait. Dans le centre où j'étais, nous étions examinés à 325 personnes sur 4 ans. Je fais partie des 4 personnes qui sortent idem, qu'on appelle aptes. Ça veut dire que le cerveau est devenu plus intelligent. Je n'ai connu aucune conséquence négative. Ah bon? Et ça paraît, parce que vous parlez, ça paraît. Et puis je retiens, mais même ce que j'ai oublié à 20 ans, 40 ans, tout revient. Ils m'ont sauvé. Tout revient.